Ma fille a perdu la vie après sa première nuit de noces. Soupçonnant quelque chose, j'ai exigé une seconde autopsie. Le téléphone a sonné à 5 heures du matin avec la nouvelle qui allait détruire mon existence à jamais. Amanda était morte pendant la nuit dans la maison de son mari, seulement 12 heures après avoir dit « oui » à l'hôtel. J'ai couru à l'hôpital comme une folle, encore vêtue de mon pyjama froissé. Mes pieds nus glissaient sur le sol froid du couloir, pendant que je cherchais désespérément la salle où se trouvait ma petite fille. Quand je l'ai enfin vue allongée sur cette civière, couverte d'un drap blanc, mon monde s'est effondré. Ses joues habituellement roses étaient pâles, ses cheveux bruns éparpillés sur l'oreiller comme si elle dormait simplement. « Arrêt respiratoire », a dit le médecin d'une voix monotone, comme s'il lisait un bulletin météo. Cela arrive parfois, surtout en cas de stress émotionnel intense. Le mariage, le changement de vie. Mais je connaissais Amanda mieux que quiconque au monde. Elle était forte, en bonne santé, pleine de vie. La veille encore, elle m'avait embrassé lors de la fête, me murmurant à l'oreille qu'elle avait une merveilleuse surprise à me révéler dans quelques jours. Ses yeux brillaient d'un secret spécial, cette même lueur qu'elle avait enfant lorsqu'elle cachait ses cadeaux d'anniversaire. Marcus, son flamboyant mari, pleurait dans un coin de la pièce. Ses larmes semblaient sincères, mais quelque chose dans son attitude me troublait profondément. Il évitait mon regard, s'agitait nerveusement avec ses mains et murmurait des mots incompréhensibles. Quand je me suis approché pour le consoler, j'ai remarqué des griffures fraîches sur ses bras. « Quelles sont ces marques » ai-je demandé en pointant les blessures. « Ah, ça, c'était le chat des voisins hier après-midi » a-t-il répondu rapidement, remontant les manches de sa chemise pour cacher les griffures. Mais Amanda était allergique aux chats. Jamais elle ne s'en serait approchée. Pendant la veillée funèbre, j'ai observé chacun des gestes de Marcus. Il recevait les condoléances avec un air contrit, mais ses yeux ne reflétaient pas la douleur dévastatrice que je ressentais. Il semblait plus soulagé qu'endeuillé. Quand personne ne regardait, il consultait son téléphone constamment et a même souri discrètement en lisant un message. Sa famille, les Westbrook, contrôlait la moitié des affaires de la ville. Le père de Marcus était juge, sa mère une avocate influente. Ils sont arrivés à la veillée dans des voitures luxueuses, habillés impeccablement, parlant à voix basse entre eux, comme s'ils étaient en réunion d'affaires plutôt qu'à un enterrement. « Quelle tragédie inattendue !» a commenté le juge Westbrook auprès d'autres invités. Amanda a toujours semblé trop fragile pour Marcus. Peut-être que son cœur n'a pas supporté l'émotion. Fragile, ma fille courait des marathons, faisait de l'escalade et avait l'énergie de 10 personnes réunies. 3 jours après l'enterrement, je suis allé dans l'appartement qu'Amanda et Marcus avaient loué pour commencer leur vie de jeunes mariés. J'avais besoin de récupérer quelques souvenirs de ma fille, des photos d'enfance qu'elle avait emportées pour décorer leur nouveau foyer. Marcus m'a dit que je pouvais prendre ce que je voulais, mais il semblait pressé que je parte rapidement. Dans la chambre, j'ai trouvé la nuisette en dentelle blanche qu'Amanda devait porter pour leur lune de miel. Elle était déchirée et tachée de ce qui semblait être du sang. Quand j'ai interrogé Marcus à ce sujet, il a balbutié une explication confuse sur le fait qu'Amanda avait trébuché et s'était blessée. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'était un papier froissé dans la poubelle de la salle de bain. C'était un test de grossesse positif. Amanda était enceinte et ne me l'avait pas encore annoncé. C'était ça, la surprise qu'elle voulait partager avec moi dans quelques jours. J'ai confronté Marcus à propos de la grossesse. Il a été visiblement troublé et a admis qu'Amanda lui avait parlé du bébé lors de la nuit de noces. Il a dit qu'ils avaient été très heureux de la nouvelle et qu'ils avaient fêté ça jusqu'à tard. Mais sa version ne collait pas avec l'état dans lequel j'avais trouvé la nuisette. J'ai contacté le médecin légiste responsable de l'autopsie d'Amanda. Le docteur Richardson était un homme âgé, expérimenté, qui travaillait à l'hôpital depuis des décennies. Quand je lui ai demandé quels étaient les examens réalisés sur le corps de ma fille, il a hésité avant de répondre. Les cas comme celui-ci sont délicats, Madame Morgan. Parfois, il vaut mieux laisser les morts en paix. Mais moi, je ne pouvais pas être en paix. Il s'était passé quelque chose de très grave cette nuit-là, et je découvrirais la vérité, quoi qu'il en coûte. Amanda méritait justice, et son bébé aussi. C'est alors que j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'exigerais une seconde autopsie, même s'il fallait remuer ciel et terre pour y parvenir. Si cette histoire vous intéresse et que vous voulez savoir comment cette mère courageuse a découvert la vérité sur la mort de sa fille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette enquête bouleversante. La bataille juridique a commencé immédiatement. L'avocat de la famille Westbrook, un homme corpulent nommé Davison, est apparu dans mon bureau le lendemain. Sa présence intimidante remplissait toute la pièce pendant qu'il posait une serviette en cuir sur mon bureau. « Madame Morgan, je comprends votre douleur, mais contester une autopsie officielle est un processus très coûteux et long, dit-il d'une voix calculée et douce.
La famille Westbrook souhaite vous offrir une compensation financière pour vous aider en cette période difficile. L'enveloppe qu'il poussa vers moi contenait un chèque de 50 000 $. C'était plus que ce que je gagnais en 2 ans de travail comme infirmière à l'hôpital municipal. Mais il n'y avait aucune somme au monde qui me ferait abandonner ma quête de vérité sur ce qui était arrivé à Amanda. « Gardez votre argent sale », ai-je répondu en déchirant le chèque devant lui. « Je veux seulement la vérité sur ma fille. » Davison a poussé un soupir théâtral et a rangé ses papiers. « Très bien, mais sachez que vous faites une erreur. Certaines pierres ne devraient pas être retournées. » Après son départ, j'ai appelé tous les avocats de la ville. Chacun d'eux m'a donné la même réponse. Ils étaient trop occupés pour prendre l'affaire. Certains ont été assez honnêtes pour admettre qu'ils ne voulaient pas se fâcher avec la famille Westbrook. Leur pouvoir s'étendait comme des tentacules à travers toute la communauté. Mais la chance a tourné quand j'ai trouvé Sarah Chen, une jeune avocate fraîchement diplômée qui venait d'ouvrir un cabinet dans la ville voisine. Elle avait perdu sa propre sœur dans des circonstances suspectes des années auparavant et savait exactement ce que je ressentais. « Nous allons obtenir cette seconde autopsie », dit-elle avec une détermination féroce. « Mais il faut que vous soyez prête pour une guerre. Les Westbrook ne vont pas rendre ça facile. » Pendant que Sarah s'occupait des aspects juridiques, j'ai commencé ma propre enquête. J'ai découvert que Marcus avait un passé troublant que sa famille avait soigneusement dissimulé. Pendant l'université, 2 de ses petites amies avaient subi des accidents étranges. L'une s'était cassé le bras lors d'une chute mystérieuse, l'autre avait été hospitalisée pour une intoxication alimentaire sévère. L'une d'elles, Jennifer Walsh, vivait encore en ville. Quand je l'ai contactée, elle a d'abord refusé de parler. Mais après beaucoup d'insistance, elle a accepté de me rencontrer dans un café discret à la périphérie de la ville. « Marcus est dangereux », murmura Jennifer en regardant nerveusement autour d'elle. « Il a 2 personnalités totalement différentes. En public, il est charmant et poli. Mais quand vous êtes seul… » Elle a relevé la manche de son chemisier, révélant une vieille cicatrice sur son poignet. Il a dit que c'était un accident, que j'avais trébuché dans la cuisine. Mais je sais que c'était lui. Jennifer m'a raconté que Marcus avait des accès de colère incontrôlables quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Il devenait particulièrement violent lorsqu'il buvait, mais sa famille parvenait toujours à étouffer les incidents avec de l'argent et de l'influence. « Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé à l'époque » ai-je demandé. « J'ai essayé », répondit-elle les larmes aux yeux. Mais qui allait me croire face à la parole d'un Westbrook? Le chef de la police est ami avec le juge. Le procureur joue au golf avec lui tous les dimanches. 2 semaines plus tard, nous avons enfin obtenu l'autorisation judiciaire pour la seconde autopsie. Le juge chargé de l'affaire n'était pas le père de Marcus, mais un magistrat d'un autre district qui n'avait aucun lien avec la famille. Sarah avait réussi à transférer le dossier grâce à une brillante manœuvre juridique. La docteure Patricia Hoffman, la médecin légiste indépendante qui allait réaliser le nouvel examen, avait une réputation irréprochable. Elle avait travaillé pour le FBI avant de prendre sa retraite et de se spécialiser dans les affaires controversées. Quand nous nous sommes rencontrés dans son laboratoire, son regard sérieux m'a donné le premier véritable espoir depuis des semaines. « Madame Morgan, je mènerai cet examen avec la plus grande rigueur scientifique », m'a-t-elle promis. « S'il y a des preuves de violence, je les trouverai. » L'exhumation a eu lieu un matin pluvieux d'octobre. Voir le cercueil d'Amanda être extrait de la terre a été une torture, mais nécessaire. Chaque pelletée de terre enlevée me rapprochait de la vérité que je recherchais tant. La docteure Hoffman a travaillé pendant 3 jours complets. Quand elle m'a enfin appelé pour discuter des résultats, sa voix était tendue d'indignation. « Vous devez venir à mon bureau immédiatement », dit-elle. « Ce que j'ai découvert va ébranler toute cette ville. » Dans le cabinet de la docteure Hoffman, ma vie a changé à jamais. Elle a placé plusieurs radiographies contre la lumière et a pointé des zones qui ressemblaient à des taches sombres sur les os d'Amanda. « Votre fille a été brutalement battue », dit-elle d'une voix maîtrisée mais furieuse. « Fractures multiples des côtes, traumatisme crânien sévère, signes évidents de strangulation. Et elle était enceinte de 4 mois, pas de quelques semaines comme Marcus l'a affirmé. Tout mon corps a tremblé. Comment le premier médecin légiste ne l'a-t-il pas vu? Parce qu'il n'a pas cherché, a répondu la docteure Hoffman. Ce rapport est une totale imposture. Richardson a délibérément omis des preuves flagrantes d'homicide. Sarah Chen était à mes côtés lorsque nous avons reçu ces informations dévastatrices. Ses poings étaient serrés de colère tandis qu'elle étudiait chaque détail du nouveau rapport. Avec ces preuves, nous pouvons non seulement poursuivre Marcus pour homicide, mais aussi Richardson pour obstruction à la justice, dit-elle. Mais nous avons besoin de plus.
Nous devons découvrir pourquoi il a couvert le crime. Nous avons commencé à enquêter sur la vie financière de Richardson. Sarah avait des contacts dans le système bancaire qui l'ont aidé discrètement. Ce que nous avons découvert était choquant. 3 jours après la mort d'Amanda, un virement de 100 000 $ a été déposé sur le compte du médecin légiste. L'origine? Une société écran contrôlée par les Westbrook. Mais notre enquête a attiré une attention indésirable. Un soir, en rentrant chez moi après une réunion avec Sarah, j'ai remarqué qu'on me suivait. Une voiture noire gardait une distance constante derrière la mienne, prenant les mêmes virages que moi. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai trouvé la porte d'entrée entr'ouverte. Quelqu'un était venu. Rien n'avait été volé, mais les tiroirs étaient retournés et les papiers éparpillés. C'était un message clair. Ils savaient où j'habitais et pouvaient entrer quand bon leur semblait. Le lendemain, Sarah a reçu un appel menaçant au bureau. Une voix déformée a dit qu'elle ferait mieux d'arrêter de mettre son nez où il ne faut pas, si elle voulait continuer à exercer le droit dans la région. Mais loin de nous intimider, ces menaces ont seulement prouvé que nous étions sur la bonne voie. Nous avons décidé d'accélérer notre stratégie avant qu'ils ne tentent de nous réduire définitivement au silence. C'est alors que j'ai rencontré Thomas Reed, un journaliste d'investigation à la retraite qui avait couvert des affaires de corruption pendant des décennies. Sarah l'avait contacté en secret, sachant que nous avions besoin de quelqu'un ayant de l'expérience pour exposer des familles puissantes. Les Westbrook sont comme une pieuvre, a expliqué Thomas lors de notre première rencontre dans un restaurant éloigné de la ville. Leurs tentacules atteignent les commissaires, les procureurs, les juges. Mais chaque pieuvre a un point faible. Thomas avait découvert quelque chose d'extraordinaire en fouillant dans de vieux dossiers du journal. Il y a 5 ans, une jeune femme nommée Lisa Parker était morte de façon suspecte après une fête chez les Westbrook. L'affaire avait été classée rapidement, mais Thomas avait encore ses notes originales. Lisa était la petite amie de Marcus à l'époque, a-t-il dit en montrant de vieilles photos. Elle est morte d'une overdose accidentelle, mais elle n'avait jamais touché à la drogue de sa vie. Ses parents ont essayé de contester, mais ont été réduits au silence avec une généreuse indemnisation. Nous avons découvert que les parents de Lisa, anéantis par la perte et le silence forcé, avaient déménagé dans un autre État. Mais Thomas a réussi à les localiser. Lorsque nous avons parlé au téléphone avec la mère de Lisa, elle a éclaté en sanglots. « Nous avons toujours su que Marcus avait tué notre fille », sanglotait-elle. Mais nous n'avions aucun moyen de le prouver. Ils ont tout acheté. Elle a accepté de nous envoyer par courrier certaines preuves qu'elle avait gardées secrètement pendant toutes ces années. Des photos de Lisa avec des ecchymoses inexpliquées les semaines précédant sa mort, des messages textes inquiétants qu'elle avait envoyés à des amis parlant du comportement violent de Marcus. Alors que nous assemblions notre dossier, j'ai fait une découverte troublante dans l'appartement d'Amanda. En fouillant plus attentivement ses affaires, j'ai trouvé un journal intime caché sous le matelas. Les dernières pages révélaient qu'Amanda avait commencé à soupçonner le tempérament explosif de Marcus. « Il a changé après les fiançailles », écrivait-elle. « Parfois, il a un regard étrange, comme s'il était une autre personne. Hier, il m'a serré le bras si fort qu'il a laissé une marque. Il a dit que c'était une blague, mais ça faisait très mal. La dernière entrée datait de 2 jours avant le mariage. J'ai peur. Marcus a découvert le bébé plus tôt que prévu et il s'est mis en colère. Il a dit que j'aurais dû attendre la lune de miel pour tomber enceinte. Mais peut-être qu'une fois marié, il sera vraiment heureux. Cette entrée m'a dévasté. Ma fille était morte en sachant qu'elle était en danger, mais en espérant que les choses s'arrangeraient. Avec toutes ces preuves en main, Sarah a demandé une réunion urgente avec le procureur public. Il était temps de présenter notre accusation formelle contre Marcus Westbrook. Le procureur Daniel Morrison nous a reçus dans son bureau avec un scepticisme évident. C'était un homme d'âge moyen qui ne voulait clairement pas d'ennui avec des familles influentes. Mais quand Sarah a commencé à présenter nos preuves, son expression a changé radicalement. « Mon Dieu !» a-t-il murmuré en voyant les radiographies de la 2e autopsie. « Comment Richardson a-t-il pu laisser passer ça ?»« Parce qu'on lui a payé pour ça », a répondu Sarah, en jetant sur la table les relevés bancaires prouvant le transfert de 100 000 $. Morrison a examiné chaque document avec une indignation croissante. Les photos de Lisa Parker, le journal d'Amanda, les témoignages des ex-petites amies de Marcus, tout formait un schéma indéniable de violence systématique couverte par l'argent et le pouvoir. Nous avons suffisamment de preuves pour arrêter Marcus pour homicide volontaire qualifié, a finalement déclaré Morrison. Et Richardson pour obstruction à la justice et falsification de documents officiels. Mais au moment où nous sortions du bureau du procureur, mon téléphone a sonné. C'était Thomas Reed, et sa voix était empreinte de panique. « Margaret, cours. Les Westbrook ont découvert notre enquête.
Je viens de recevoir un appel anonyme m'avertissant qu'ils vont essayer de te faire taire aujourd'hui même. Mon sang s'est glacé. Sarah a immédiatement appelé la police d'État, évitant les officiers locaux qui pourraient être à la solde des Westbrook. En moins d'une heure, des agents fédéraux nous escortaient vers un lieu sûr. C'est alors que nous avons découvert l'ampleur réelle de la conspiration. Le FBI enquêtait déjà sur la famille Westbrook depuis des mois pour blanchiment d'argent et corruption judiciaire. Nos preuves concernant Amanda étaient la pièce manquante pour boucler le dossier contre eux. L'agent spécial Catherine Davis nous a expliqué que Marcus n'était pas seulement un meurtrier, mais faisait partie d'une opération criminelle plus vaste. La famille utilisait son influence pour couvrir des crimes de toutes sortes, percevant des pots de vin d'autres criminels riches de la région. Vous ne savez pas la faveur que vous avez faite à la justice, a déclaré l'agent Davis. Avec l'affaire Amanda, nous pouvons démanteler tout ce réseau de corruption. L'arrestation de Marcus a eu lieu de manière spectaculaire le lendemain matin. Des agents fédéraux ont encerclé le manoir des Westbrook alors qu'il dormait encore. Les caméras de télévision ont capturé le moment où il a été emmené menotté, son masque d'homme respectable enfin tombé. Le juge Westbrook et son épouse ont également été arrêtés pour obstruction à la justice et constitution de bandes organisées. Richardson a été pris en train de tenter de fuir la ville avec une valise pleine d'argent liquide. Mais le rebondissement le plus choquant est venu lors de l'interrogatoire de Marcus. Confronté à des preuves irréfutables, il a finalement avoué non seulement le meurtre d'Amanda, mais aussi celui de Lisa Parker. « Elle voulait me quitter », a-t-il déclaré avec un calme effrayant pendant le témoignage enregistré. Et Amanda aussi. Elle avait dit qu'elle partirait après la naissance du bébé. « Je ne peux pas permettre que les gens m'abandonnent comme ça. » L'aveu a révélé l'esprit tordu d'un psychopathe qui considérait les femmes comme des biens personnels. Quand elles essayaient de partir, il préférait les tuer plutôt que de les perdre. Le procès est devenu national. Des familles d'autres victimes de la corruption des Westbrook ont commencé à se manifester, créant une vague d'indignation publique qui a balayé le pays. Le hashtag Justice for Amanda s'est répandu sur les réseaux sociaux, faisant de ma fille un symbole de la lutte contre l'impunité des puissants. Pendant le procès, j'ai témoigné d'une voix ferme malgré les larmes. J'ai parlé au jury de la vraie Amanda, la jeune fille courageuse qui rêvait de devenir médecin, qui aidait les personnes âgées à la maison de retraite le week-end, qui rayonnait de bonté partout où elle allait. Marcus Westbrook n'a pas seulement enlevé la vie à ma fille, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux sur le banc des accusés. Il a tué tous les rêves qu'elle n'avait pas encore réalisés, toutes les vies qu'elle aurait pu sauver en tant que médecin, toutes les joies qu'elle aurait pu apporter au monde. Marcus évitait mon regard, mais j'ai vu l'inconfort dans sa posture. Pour la première fois, il était confronté publiquement aux conséquences de ses actes. Le jury a délibéré seulement 3 heures. Lorsqu'il est revenu avec le verdict, le silence dans la salle était total. Coupable d'homicide volontaire qualifié avec circonstances aggravantes. La sentence fut la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge Westbrook a également été condamné à 20 ans de prison et Richardson à 15 ans. Quand je suis sorti du tribunal ce jour-là, j'ai ressenti pour la première fois depuis des mois que je pouvais enfin respirer pleinement. Amanda avait enfin obtenu justice. 6 mois après le procès, ma vie avait changé de façon que je n'avais jamais imaginée. La lutte pour la justice m'avait transformé d'une infirmière ordinaire en une défenseur nationale des droits des victimes de violences domestiques. Mais la surprise la plus extraordinaire est venue lorsque Sarah Chen a frappé à ma porte un après-midi pluvieux de printemps. Elle apportait un dossier de documents et une expression mêlant joie et nervosité. « Margaret, je dois te montrer quelque chose que nous avons découvert lors de l'enquête sur les biens des Westbrook, dit-elle en me tendant quelques papiers. C'étaient des documents d'un orphelinat privé dans un autre État. Mon cœur a failli s'arrêter quand j'ai lu le nom sur l'acte de naissance. Daniel Thompson, né le même jour où Amanda était morte. Le bébé avait survécu à une césarienne d'urgence à l'hôpital, mais les Westbrook avaient falsifié des documents affirmant que l'enfant était né mort. Ils ont caché leur petit-fils, murmura Sarah. Le garçon est vivant et en bonne santé dans un orphelinat depuis presque 1 an. Les larmes que j'ai versées à ce moment-là étaient différentes de toutes les autres que j'avais pleurées. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais une joie bouleversante mêlée à la colère contre la cruauté des Westbrook. 2 semaines plus tard, j'ai tenu mon petit-fils pour la première fois. Daniel avait les yeux verts d'Amanda et le même sourire qui illuminait n'importe quel endroit. Quand il a attrapé mon doigt avec sa toute petite main, j'ai senti Amanda présente dans cette pièce, comme si elle approuvait notre réunion. L'adoption a été finalisée rapidement. Sarah avait mobilisé toutes les ressources légales pour accélérer le processus, et même le procureur Morrison a aidé à lever les obstacles bureaucratiques. Daniel a pris le nom de Daniel Morgan, portant le nom de famille de la famille qu'il aimait vraiment. Avec Daniel dans ma vie,
j'ai trouvé un nouveau but. J'ai fondé la fondation Amanda Morgan pour soutenir les femmes victimes de violences domestiques et leurs familles. L'indemnité que j'ai reçue de l'État pour la dissimulation du crime a été entièrement investie dans la fondation. La docteure Patricia Hoffman est devenue notre consultante médicale bénévole, offrant des examens gratuits aux victimes ayant besoin de preuves médicales. Sarah Chen a quitté son cabinet privé pour devenir notre avocate permanente, aidant les femmes sans ressources à obtenir justice. Thomas Reid a écrit un livre sur l'affaire intitulé « La vérité ne meurt jamais », qui est devenu un best-seller national. Tous les bénéfices ont été donnés à la fondation. Le livre a inspiré d'autres familles à ne pas abandonner la lutte pour la justice, même contre des adversaires puissants. Jennifer Walsh, l'ex-petite amie de Marcus qui m'avait aidé avec son courage, a obtenu son diplôme en psychologie et coordonne maintenant nos groupes de soutien. Son propre parcours de guérison est devenu un exemple pour d'autres survivantes. Mais c'est la mère de Lisa Parker qui m'a fait le plus grand cadeau émotionnel. Elle est venue personnellement dans notre ville pour me remercier d'avoir obtenu justice aussi pour sa fille. « Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire », m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Lisa peut enfin reposer en paix. 1 an après le procès, nous avons organisé une cérémonie commémorative au cimetière où Amanda était enterrée. Des centaines de personnes sont venues rendre hommage. Des familles ayant perdu des êtres chers à cause de la violence, des femmes ayant survécu à des relations abusives, des militants et des soutiens de la cause. Daniel, alors âgé de 2 ans, ne comprenait pas complètement ce qui se passait, mais il tenait ma main pendant toute la cérémonie. Quand est venu le moment du geste symbolique, je l'ai aidé à faire un petit bateau en papier blanc. « C'est pour maman Amanda », lui ai-je dit doucement, lui apprenant à déposer le petit bateau sur la tombe de sa mère. Pour qu'elle sache que nous ne l'oublierons jamais. La douce brise de l'après-midi fit trembler le papier, comme si Amanda nous faisait un signe de la main. À ce moment-là, j'ai compris que ma fille n'était pas morte en vain. Sa mort avait exposé un réseau de corruption, sauvé d'autres femmes de destin similaire et donné naissance à un mouvement pour la justice qui continuerait à grandir. La douleur de la perte ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus grand, de l'espoir pour d'autres familles, de la force pour d'autres mères, du courage pour d'autres femmes à briser le silence. Alors que nous rentrions à la maison, Daniel dormant dans mes bras, j'ai regardé le ciel et fait une promesse silencieuse à Amanda. Je continuerai à lutter pour la justice jusqu'à mon dernier jour, pour qu'aucune mère n'ait à passer par ce que j'ai vécu. La vérité ne meurt vraiment jamais. Elle attend juste le bon moment pour être révélée, par des personnes assez courageuses pour la chercher, par un amour assez fort pour ne jamais abandonner. Si cette histoire a touché ton cœur et que tu crois que chaque victime mérite justice, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de partager notre message. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin.